On le sait, ça fait partie intégrante de notre travail. On doit faire des follow-up avec nos prospects. Notre employeur nous le demande. On le sait intrinsèquement par les formations qu'on a eues. On doit faire du follow-up. Ça fait partie de notre job. Cependant, pour une raison X, Y, Z qui est peut-être un petit peu différente pour tout le monde, on les fait des fois quand ça nous tente. Quand ça nous tente pas, on les fait pas. En fait, on les fait pas vraiment. On va juste être honnête. On va juste être transparent avec ça. On les fait pas vraiment. La réalité, c'est que tu n'es pas tout seul présentement dans ce bateau-là. Les statistiques le démontrent. On parle que 48% des vendeurs ne font pas de suivi après le premier touchpoint. Donc, après l'appel de vente, 48% des vendeurs ne font pas suivi. Donc, en gros, ce que ça veut dire, un vendeur sur deux ne fait pas de follow-up. Donc, tu n'es pas tout seul, puis il y a des raisons à ça. Puis aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on en parle? C'est parce que je vais te donner une manière extrêmement simple, mais surtout efficace de faire des follow-up qui vont être worth it pour toi, qui vont être vraiment bons pour toi. Au sens où est-ce que si tu es fait, tu ne perdras pas ton temps et ton énergie à les faire avec du monde que ça ne servait à rien de le faire. Puis de l'autre bord, ça va même devenir payant parce que tu ne vas pas être dans une strike d'avoir fait 300 follow-up pour avoir 0$ comme ça arrive vraiment souvent. Donc, je vais te parler de ça, je vais juste te mettre un petit peu en contexte initialement. Fait que juste qu'on se remémore des statistiques peut-être que tu connais déjà, mais je vais juste les remémorer parce que c'est assez important puis ça va te montrer même l'emprise à quel point c'est important de les faire réellement. Ça ne fait pas juste partie intégrante de notre travail, c'est littéralement notre travail si on veut avoir des ventes. Donc, je m'explique. Les statistiques nous démontrent que d'environ 80% des ventes nécessitent entre 5 et 12 touchpoints avant d'être conclues. 5 à 12 touchpoints après le dernier appel ou le premier appel, dépendamment de la séquence que tu travailles, 80% des ventes vont être conclues dans le 5 à 12 touchpoints après. Donc, déjà en partant, si on fait juste un touchpoint puis qu'on sait que statistiquement 80% des ventes sont remportées dans 5 à 12 touchpoints, déjà en partant, si tu es là pour faire de l'argent, tu perds un paquet d'argent. Donc, ensuite de ça, je t'amène ailleurs. Ce qu'on sait dans les statistiques aussi, c'est que 44% des vendeurs abandonnent après le premier suivi. Pourtant, on sait que ça en prend 5 à 12 pour qu'une vente se produise dans l'ordre de 80%, mais de l'autre bord, ce qu'on sait, c'est que 44% des vendeurs arrêtent après le premier suivi. Donc, quand on remet ça en contexte un petit peu, on sait que 80% des ventes, on va juste le dire comme ça, ne se concluent pas après le premier rendez-vous. On part avec ça. Puis à partir de là, si on extrapole un peu cette stat-là, on le sait que sur tous les vendeurs qui vont avoir des appels, 1 sur 2 va faire un suivi. Puis après ça, du 50% qu'il y en a qui font des suivis, ils vont abandonner dans l'ordre de 44% après le premier suivi, alors que le Golden Nugget se trouve dans 5 à 12 touchpoints. Donc, déjà, juste avec les statistiques, avec les chiffres qui sont analysés sur des millions d'appels et non des milliers ou des centaines, sur des millions d'appels, on le sait qu'il faut le faire. Comme les statistiques nous le démontrent, il faut le faire. Et ça fait du sens parce que quand on y pense 2 secondes, on parle qu'environ 2 à 6% des gens qui sont prêts à acheter ici et maintenant. Pour tout le reste, c'est avec des multiples touchpoints. Puis dans l'environnement où est-ce qu'on est rendu maintenant dans les ventes, on est rendu dans un multi-touchpoint environment que je dirais. Donc, où est-ce que ça prend toujours plusieurs touchpoints dorénavant parce que la confiance est à son plus bas qu'elle n'a jamais été envers les vendeurs et les entreprises, on a besoin de beaucoup de touchpoints pour qu'une vente puisse se produire. Donc, les statistiques sont encore plus vraies que jamais à ce niveau-là. Donc, on comprend ça. Maintenant, qu'est-ce qui amène probablement toi en ce moment à ne plus faire tes follow-up malgré que tu le sais? Parce que j'ai jamais rencontré un vendeur qui fait comme « Ah ouais, hey, idée de génie, hein? Faire des follow-up, j'avais jamais entendu parler de ça. » Tout le monde le sait. Tout le monde sait à quelque part qu'il doit faire des follow-up. Mais quand tu regardes comment que les follow-up sont faits, il est là le problème. Puis c'est pour ça que les gens décrochent au bout du compte. Parce que j'ai vu plein de reps faire des centaines de follow-up pour avoir 0$, puis c'est peut-être ton cas, puis ça a déjà été mon cas aussi. Mais j'ai vu des centaines de reps, comme dans mon cas, à faire des centaines de reps. J'ai vu, oui, beaucoup de reps à faire des centaines de follow-up pour avoir 0$ dans le back-end. Puis de l'autre bord, fait que déjà là, ça peut déjà te décourager d'en faire plus à un moment donné. Puis de l'autre bord, les mêmes reps, souvent, on se ramasse dans une zone où est-ce que on sent qu'on dérange. Hein? Fait qu'on appelle les gens, puis là, on les dérange. Puis là, à un moment donné, quand ça fait une centaine d'appels que tu as, où est-ce que tu sens que tu déranges les gens, à un moment donné, encore une fois, ça te décourage. Fait que là, tu es dans un environnement où est-ce que c'est comme pas cool d'en faire, puis en plus, c'est pas payant. Fait que c'est quoi la réflexion logique et rationnelle qui vient après? Pourquoi est-ce que j'en ferais?
sais. Fait que c'est ça qui se produit un peu, puis c'est juste normal. Parce que quand tu regardes comment que les vendeurs font des follow-up, bien, il est là le problème. C'est ça qui cause tous ces problèmes-là. C'est comment est-ce que les follow-ups sont faits réellement. Parce que quand ils sont faits dans les règles de l'art que je vais vous enseigner aujourd'hui, bien, on élimine tout ça. Les follow-ups deviennent profitables, fait qu'il y a des ventes qui se produisent de là, puis tu n'es pas non plus dans un environnement où c'est weird d'appeler un individu parce que c'était prévu, puis c'est fait comme ça, parce que c'est bien fait. Donc, on élimine ces problématiques-là. Puis, la dernière chose que je dirais à ça, c'est juste, il y a du monde aussi qui ne font pas de follow-up simplement parce qu'ils préfèrent travailler sur de la viande chaude, je vais le dire comme ça, là, comme un nouveau lead, quelque chose qui vient de rentrer, puis ils voient, dans le fond, les clients comme étant « Bon, bien, Colin, ça n'a pas closé aujourd'hui, on va passer au prochain, ça va être plus facile, j'aime mieux travailler avec ça. » Donc là, on a un problème de perspective ici parce que quand on reprend les statistiques, bien, c'est plus probant de closer après plusieurs touchpoints que le premier. Fait que là, c'est juste que peut-être tu ne voyais pas les bonnes choses initialement, mais c'est quelque chose que j'ai déjà vu, entendu. Mais donc, quand on comprend ça, c'est qu'on veut créer un écosystème dans lequel on ne va pas perdre notre temps, on ne va pas perdre notre énergie, on ne va pas être malaisant, puis on va faire plus d'argent. C'est ce qu'on veut créer. Donc, pourquoi est-ce que les gens, ben, ils n'ont pas des bons résultats en follow-up? Ben, maintenant, tu le comprends, c'est parce que les vendeurs dépendent de la stratégie de l'espoir pour faire des follow-up d'une manière générale. Puis pourquoi est-ce que je parle qu'ils dépendent de la stratégie de l'espoir pour faire des follow-up? C'est que quand tu regardes comment que les follow-ups sont faits et enseignés dans le domaine, ben, on t'indique de tout simplement un client qui te dit non ou une vieillesse ou peu importe, donc bref, peu importe c'est quoi l'écosystème, on dit juste d'appeler à l'improviste. Fais un touchpoint après une semaine, après 3 jours, après 2 semaines. Fait que là, tu te mets à faire plein de touchpoints à l'improviste qui sont ce que j'appelle non sollicités. Puis, de l'autre bord, ben là, tu espères que quelque chose se passe là. Fait que c'est normal que si j'appelle un individu pour aucune espèce de raison, parce qu'on a déjà eu une discussion ensemble, il m'a déjà peut-être dit non pour plus tard, quoi que ce soit, que je l'appelle à l'improviste, ça se peut que ça soit weird, ça se peut que ça n'apporte pas des bons résultats, ça se peut tout ça. Parce que c'est quoi le plus gros combat qu'on mène dans un appel de vente? C'est quoi la dernière chose qu'on doit être perçue par l'intermédiaire des yeux de notre prospect? C'est d'être perçu comme un typique vendeur. Puis c'est quoi qu'un typique vendeur fait? Ben, un typique vendeur fait des petits follow-up à l'improviste. Hey, juste un petit check-in. Hey, juste un petit suivi avec toi. Hey, qu'est-ce qui se passe finalement avec ça? Donc, toutes des choses qui sont non sollicitées. Donc, si on est après se battre contre être perçu comme un typique vendeur, puis on veut absolument pas l'être, ça se peut que tu fasses une séquence d'appels incroyable avec le prospect où est-ce qu'il ne te perçoit pas comme un typique vendeur. Puis, Colin, tu viens de perdre la séquence après ça avec tes petits suivis spontanés, non sollicités, qui t'amènent encore dans une zone où est-ce que le prospect te perçoit comme un typique vendeur parce que tu as les comportements d'un typique vendeur. Quelqu'un qui essaie d'avoir une vente, quelqu'un qui essaie de faire bouger le dossier pour faire de l'argent, c'est ça que tu donnes comme impression. Donc, les follow-up, probablement, comment tu es fait, si tu es fait en ce moment, sont faits sur la stratégie de l'espoir, à l'improviste. Puis de l'autre bord, tu es perçu comme un typique vendeur. C'est ce qui crée l'écosystème de merde dans lequel tu es quand tu fais des follow-up puis que ça ne fonctionne pas bien pour toi. Donc, il faut le comprendre, mais le problème part d'un endroit, puis c'est comment est-ce que l'appel de vente est fait, puis surtout comment est-ce qu'il est terminé. Parce que là, je ne t'expliquerai pas aujourd'hui comment faire un appel de vente, mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'exemple, comment est-ce que moi je fonctionne, puis ce que j'enseigne, par exemple, dans GoVente, j'enseigne d'avoir la vérité dans un appel. J'enseigne aux gens dans GoVente d'avoir la vérité sur exactement c'est quoi qui va se passer, c'est quoi qui est possible d'être fait avec les ressources qu'on a actuellement. Les ressources, qu'est-ce que j'entends? C'est temps, argent. Donc, c'est quoi les ressources qu'on a, temps et l'argent? C'est quoi qui est possible d'être fait? Donc, on a la vérité sur ces points-là. Donc, je t'apporte juste la perspective en ce moment, juste peut-être pour ouvrir peut-être tes horizons en ce moment quand tu écoutes ça, mais si tu as la vérité sur exactement c'est quoi qui est après se passer, pourquoi qu'on est ici, c'est quoi qui va se passer dans le futur, c'est quoi les prochaines étapes, c'est quoi qui est possible d'être fait avec les ressources, si tu as la vérité puis pas des mensonges ou juste des discussions qui n'ont jamais eu lieu, comment est-ce qu'un follow-up pourrait être à l'improviste quand tu as tout ça? Bien, c'est là où est-ce que je viens, c'est que la majorité des vendeurs n'ont pas ça, n'ont pas nécessairement la vérité dans leurs appels, ne savent pas nécessairement c'est quoi qui va réellement se passer, c'est quoi qui est réellement possible de faire avec le temps puis l'argent des prospects, donc avec les ressources des prospects, puis ils se ramassent dans un endroit où est-ce que là, ils mettent ça dans la liste hot follow-up, puis là, ils rappellent le prospect par la suite pour essayer d'avoir une vente, espérer que la vente se produise en le rappelant puis que ce soit, mon Dieu, le bon moment. Bien, il existe des vraiment meilleures manières de faire, et donc c'est pour ça, je vais le dire comme ça, mais assumons qu'on fait un appel de vente dans les règles de l'art, que tu as tout le temps la vérité de ton prospect, que tu sais exactement c'est quoi les prochaines étapes qui vont se passer toujours avec ton prospect, que tu as la vérité, la clarté sur vraiment tout ce qui est au niveau de ces ressources qui est possible d'être fait. Bien, je te pose la question, si tu as la vérité comme ça,
Pourquoi est-ce que tu ferais du follow-up improvisé si réellement tu sais ce qui va se passer? Tu sais ce qui est possible d'être fait, puis tu sais exactement comment est-ce que ça va se passer. Fait que pourquoi est-ce que tu ferais un follow-up improvisé quand tu as la vérité? Donc, c'est pour ça que je dis que ça part vraiment de comment que l'appel est fait, parce que généralement, il vous manque tellement d'informations, la rencontre est tellement en surface que on n'a pas le choix de faire si on fait un follow-up, il n'y a pas le choix d'être à l'improviste, il nous manque trop de pièces d'information. Mais à partir de là, où est-ce que je t'amène, c'est... comme je te dis, on ne diagnostiquera pas nécessairement ce que tu fais dans ta rencontre, mais je vais te diagnostiquer la finalité de ta rencontre. Puis c'est là où est-ce que tout va changer pour toi en ce moment dans tes follow-up. Finis tes rencontres différemment. OK? Ce que je veux dire avec ça, c'est que en ce moment, peu importe que tu aies la vérité, pas la vérité dans ton appel, on va dire que je m'en fous un peu. Quand tu arrives à la fin de la rencontre, là, que ça ne s'est pas conclu sur un oui, puis que ça reste quelqu'un qui devrait acheter, qui peut acheter, puis que présentement, il n'achète pas. Si tu as ce genre de prospect-là, évidemment qu'il va probablement falloir faire un follow-up avec. La règle d'or là-dedans, que j'enseigne à tout le monde dans GoVente puis que j'applique pour moi-même, il y a une discussion résiduelle qui reste à avoir pour les prochaines étapes et c'est la suivante. Si ce n'est pas aujourd'hui, il n'y a aucun souci, aucun jugement. On comprend bien selon les statistiques que ça peut prendre plus de touchpoints. Si ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour quand puis pourquoi. Tout simplement. Donc, quand et pourquoi. Ce que ça va te permettre, ce genre de discussion-là, c'est de comprendre c'est quand le meilleur moment, puis c'est pourquoi c'est le meilleur moment, ça. Donc, le pourquoi, parce qu'exemple, que ton prospect dit, écoute, ça va être dans 3 semaines, parce que, fait que là, tu vas t'entendre sur une date puis une heure potentiellement avec lui, vu que tu as un threshold de temps précis. Ça va être dans 3 semaines parce que X, Y, Z, je dois faire un mot financier en immobilier, blablabla, nanana. Donc, tu as exactement la raison du pourquoi. Tu peux même aller clarifier ce qui va être possible d'être fait à partir de là, mais là, ça, c'est un autre niveau. Mais tu as une date, une heure, puis un pourquoi. Donc là, je te mets en contexte, mais si tu as une date, une heure, puis un pourquoi, comment est-ce qu'un follow-up peut être improvisé ici? Pourquoi est-ce que tu rappellerais à l'improviste? On s'est entendu tous les deux parties sur une date puis une heure, puis une raison aussi. La raison est valable, est justifiable, je ne vais pas perdre mon temps puis mon énergie. C'est pour ça que le pourquoi aussi est important. Puis quand tu faisais tes follow-up actuellement, que tu étais dans une zone où est-ce que, Colin, on dirait que c'est toujours malaisant, ce follow-up-là, tu comprends-tu que quand tu as le contexte du pourquoi qu'on va avoir un follow-up ensemble, comment ça devient juste facile d'aborder ton appel? Quand tu rappelles ton client, « Hey, puis comment ça s'est passé ton move immobilier? » Il y avait une raison pourquoi on se rappelait, tu comprends? Donc, en ce moment, oui, il y a quelque chose à modifier probablement peut-être la manière comment tu travailles, mais ce n'est pas le sujet. Tu peux juste vraiment optimiser ce que tu fais actuellement avec une finalité de quand et pourquoi, quand il y a un appel qui ne se conclut pas avec une vente. De cette manière-là, ça va te permettre de mettre un temps à ton calendrier avec une raison, puis ça va être fini les follow-up improvisés, ça va être fini d'avoir l'air d'un typique vendeur, ça va être fini de perdre ton temps et ton énergie aussi, parce que cette discussion-là sert vraiment à évaluer la pertinence des next steps aussi. Ça se peut que tu parles avec quelqu'un que ce n'est pas pour aujourd'hui, puis le pourquoi que ça va être plus tard, ça fait aucun sens, tu n'es pas convaincu qu'il est sérieux dans ses démarches, tu vas-tu faire le follow-up? Non, ça ne sert absolument à rien. Tu vas peut-être le rentrer dans une séquence automatisée dans ton CRM, peu importe, mais tu ne le feras pas toi de ton plein gré avec ton temps et ton énergie, la ressource la plus précieuse que tu as. Donc, on veut absolument donner notre temps et notre énergie à nos prospects en follow-up parce qu'on le sait que c'est vraiment important selon les statistiques puis les chiffres quand tu te mets à appliquer ce genre de manière de faire-là. Mais on ne veut pas le donner à n'importe qui, on veut le donner toujours dans les bonnes conditions puis que ça soit fait de la bonne manière tout le temps. Et ça, c'est la bonne manière. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu ne devrais jamais terminer une rencontre de vente avec quelqu'un qui peut acheter, qui devrait acheter, mais qui n'achète pas. Tu ne devrais jamais terminer ça puis mettre ça dans une liste follow-up juste comme ça. Tu devrais toujours aller chercher le pourquoi puis le comment puis t'entendre sur une date puis une heure. Des fois, tu es capable de t'entendre sur une date puis une heure. Des fois, c'est juste la date, mais la date, on est toujours capable d'aller la chercher. Est-ce qu'on se rappelle un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi, dans quel mois, dans quelle semaine? Ça, c'est toujours possible d'être fait. Dans l'ordre de 98 % du temps, on est toujours capable d'aller chercher ça. Fait que va chercher ça. Et essentiellement, si tu mets ça en place, tu vas finir les pertes de temps. Puis quand tu vas faire des follow-up, ils vont être vraiment appropriés, puis ils vont être vraiment pertinents, puis ils vont pas être malaisants. Puis de faire une finalité d'appel comme ça va aussi te permettre que si tu travailles sur une offre où est-ce que des fois il y a des promotions, ça va arriver, des fois une promo d'été, un Black Friday, whatever. Il y a des promotions où est-ce que le client pourrait économiser de l'argent ou avoir un package peut-être plus rehaussé avec plus de bonus à l'intérieur. Ça va te permettre aussi d'un client que tu rappelais dans un mois pour X, Y, Z raison, de le ressolliciter beaucoup plus tôt, puis de ne pas avoir l'air d'un typique vendeur parce que la langue que tu vas utiliser, c'est « Hey, mettons que tu t'appelles François. Hey François, écoute, je sais qu'on était censé se rappeler dans un mois, puis que dans le fond, pour telle raison, fait que tu es capable déjà de dire ça, fait que c'est pas malaisant. Mais en ce moment, il y avait une promo qui était sortie, je sais même pas si tu l'as vu, puis c'est juste pour ça que je t'appelais. Je me suis dit,
Je sais qu'on regardait ça pour dans 3 semaines présentement à partir d'ici, mais what about que cette promotion-là ferait peut-être bouger l'aiguille pour toi en ce moment? Si c'est le cas, comme qu'est-ce que tu en penses? Fait que tu vas être capable de même ramener des follow-up non sollicités juste parce que tu as eu la bonne finalité, parce que tu vas avoir la bonne approche, puis là, tu n'as pas de l'air d'un typique vendeur, tu as juste l'air de quelqu'un qui care réellement pour son client, que c'est comme, on s'est dit qu'on allait se rappeler pour faire ça, j'ai une promotion en ce moment qui peut te faire sauver de l'argent, ça fait-tu bouger l'aiguille? Si c'est non, c'est pas plus grave, on termine ça là, je vais juste te le proposer pour pas qu'on aille dans 3 semaines puis que tu me demandes la promotion avant. Fait que ça va te permettre de faire ça puis pas avoir de l'air d'un typique vendeur justement. Puis si tu mets cette séquence-là en place, bien premièrement, ça va clairer pas mal ton pipeline en ce moment parce qu'il va pas être rempli de plein de follow-up à pu finir, que tu sais même plus les dossiers sont rendus puis qu'est-ce qui se passe réellement là-dedans. Ça va amincir un petit peu ton pipeline, ça va le rendre beaucoup plus efficace puis au bout du compte, tu vas faire vraiment plus d'argent avec tes prospects.